Bonjour, bienvenue pour ce quatrième et dernier cours de cette année sur la manière dont le système immunitaire surveille le cerveau. Et aujourd'hui, après avoir un petit peu fait un parcours des nouvelles découvertes ces dernières années sur justement des découvertes anatomiques, morphologiques, fonctionnelles sur comment le système immunitaire surveille le cerveau, on va aujourd'hui s'intéresser à regarder quelques exemples d'autres interactions assez vite. Et puis, on va ensuite s'intéresser à des aspects un petit peu plus pathologiques, c'est-à-dire pourquoi, comment est-ce que ces découvertes nous permettent de repenser un petit peu l'étiologie de certaines maladies. Ça ne va pas être exhaustif et ça ne va pas être forcément en profondeur, mais on va voir différents cas, différents contextes. Alors avant de commencer, je vais déjà faire un petit rappel un peu de ce qu'on a vu pour planter le décor et puis pour voir un petit peu, rappeler des choses dont on va parler aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu pendant les derniers cours, c'était que la surveillance immunitaire, elle est indissociable de la perfusion des tissus et du trafic des cellules immunitaires qui sont apportées par les vaisseaux sanguins, en même temps que les fluides, des molécules, les nutriments, donc des cellules immunitaires circulantes, et que tous les composés, entre guillemets, sortent des différents tissus. Bonjour, bienvenue. Sortent des différents tissus par le système lymphatique qui va amener tous les composés dans des ganglions lymphatiques qui sont situés un petit peu partout dans le corps et qui sont des sites importants d'activation de l'immunité. Et donc c'est effectivement très important puisqu'on va avoir l'immunité adaptative qui est vraiment le bras, on va dire, effecteur du système immunitaire, qui est, dans ce contexte-là, largement formé par des lymphocytes, des globules blancs, B et T. Les cellules B produisent les anticorps, les cellules T peuvent faire des réponses cytotoxiques, et qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre ces deux types de cellules, l'immunité innée et l'immunité adaptative, pour la bonne et simple raison que les lymphocytes ne peuvent être véritablement activés que si des antigènes, c'est-à-dire des petits fragments de protéines, de virus, des fragments de cellules dégradées, etc., leur sont présentés par des cellules spécialisées du système immunitaire inné et elles sont présentées sur un complexe majeur d'histocompatibilité. Ça va permettre de réguler l'activation du système immunitaire adaptatif, d'empêcher une activation trop forte, ce qu'on va dire une réaction auto-immune, par exemple, contre des antigènes, donc des petits fragments qui font partie des molécules du soi. Et cette activation, si elle peut, cette présentation d'antigènes, cette activation, si elle peut avoir lieu dans les tissus, elle a majoritairement lieu dans les ganglions lymphatiques, ces ganglions qui sont associés au système de sortie des tissus, de perfusion des tissus, les ganglions lymphatiques. Et donc on a vraiment un lien très important entre la perfusion, l'arrivée des cellules, le drainage, l'activation du système immunitaire. Et dans le cerveau, c'est différent, puisqu'on a des composés qui sont très différents. On a différentes barrières au niveau des vaisseaux sanguins, la barrière hémato-encéphalique. On a aussi les méninges, qui sont des couches, différentes couches situées à l'extérieur du cerveau qui vont former des barrières. Et puis d'autres barrières au niveau de structures où les vaisseaux n'ont pas cette barrière hémato-encéphalique, comme des structures dont on parlera un peu aujourd'hui, qui sont les plexus choroïdes, mais des barrières qui vont limiter l'entrée des cellules immunitaires. On n'a pas de lymphocytes qui patrouillent véritablement le cerveau en conditions physiologiques. Et il n'y a pas de système lymphatique, ce qui pose également un problème pour l'activation. Donc ce qu'on a vu dans les différents cours, le système lymphatique est aussi important pour le drainage, c'est qu'on a un système qui est assuré par des glies, notamment les astrocytes, qui est un système lymphatique qui va être important pour drainer les différentes macromolécules, qui est relayé dans les méninges par un système lymphatique méningé, qui va permettre d'amener des antigènes qui sont normalement présents dans le cerveau, jusque dans ces ganglions lymphatiques où l'immunité adaptative va pouvoir être activée. Et donc c'est ce qui est schématisé ici. On a un système de drainage qui a été découvert vraiment très récemment, qui permet quand même d'avoir une activation de l'immunité adaptative.
On a aussi vu qu'il y avait énormément de cellules immunitaires dans les méninges, une grande variété, et que ces cellules immunitaires méningées avaient plusieurs rôles. D'abord, elles sont présentes dans les méninges et elles vont permettre de faire une véritable barrière, une protection contre l'entrée de différents pathogènes, on y reviendra, et on peut imaginer, ou en tout cas proposer, que cette fonction de barrière est extrêmement importante, puisque dans le cerveau, on n'a finalement qu'une catégorie de cellules immunitaires qui sont les macrophages résidents du cerveau, les microglies, et que donc il y a très peu de défense immunitaire. Mais des travaux récents ont également montré que dans les méninges, on va également avoir une surveillance immunitaire. On a la présence de lymphocytes T et de cellules présentatrices d'antigènes. On va pouvoir avoir une activation locale à proximité des vaisseaux lymphatiques méningés, une activation et une surveillance locale par les lymphocytes T. Ce que j'ai mentionné aussi, mais que je n'ai pas présenté en détail, mais qui va être important dans ce cours, c'est que ces lymphocytes qui sont présents dans les méninges ont aussi un rôle en fait physiologique. En produisant différentes cytokines, ils sont capables, même à distance, parce que les cytokines peuvent traverser en fait ces barrières, d'agir sur les neurones et sur les glies présentes dans le cerveau, et sont importants pour différentes fonctions cognitives normales. Et donc on peut aussi imaginer qu'une dérégulation de l'activation physiologique des lymphocytes peut modifier une fonctionnalité des circuits cérébraux sous-jacents. Donc un rôle de protection, mais également un rôle de surveillance immunitaire, puisque les lymphocytes T présents dans les méninges peuvent être activés par des antigènes produits localement dans le cerveau, exfiltrés par le système glymphatique et lymphatique et présentés dans les méninges localement. On a vu aussi que finalement, ces lymphocytes T dans les méninges, ils peuvent aussi être activés par des antigènes présents en périphérie, ce qui met vraiment les méninges à une interface clé de surveillance, d'activation entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe en périphérie. Et on peut imaginer que ce rôle de barrière et de protection est directement aussi associé à cette surveillance immunitaire. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était que donc parmi cette multitude, cette variété de cellules immunitaires présentes dans les méninges et qui ont donc un rôle très important, en fait, il y avait des cellules qui avaient des origines un petit peu différentes. C'est des travaux très récents, d'il y a 1, 2, 3 années maximum, et qui ont montré que finalement, il y avait des cellules qui avaient une origine embryonnaire, comme les microglies, les macrophages présents dans le cerveau, notamment des macrophages présents dans les méninges, et qu'une grande partie des autres cellules, comme connues depuis longtemps, étaient en fait issues de la circulation sanguine, avec des productions dans la moelle osseuse, notamment la moelle osseuse périphérique, et une colonisation par différents types de cellules, notamment les lymphocytes T, les cellules dendritiques. Et que cette colonisation ne se fait pas non plus n'importe où. Il y a des sites prioritaires dans les méninges de surveillance, comme par exemple cette région qui est un gros collecteur, une grosse veine qui est le sinus parasagittal, le sinus dural parasagittal, à côté des vaisseaux lymphatiques. Mais on a vu également qu'en fait, de manière tout à fait étonnante, la moelle osseuse du crâne est en fait une source importante de certaines cellules immunitaires en conditions physiologiques, et notamment des lymphocytes B, ces cellules qui produisent des anticorps. Et ça, c'est très important parce que cette source locale, en fait, implique qu'il y a une maturation locale des lymphocytes B, et les lymphocytes B, notamment, subissent ce qu'on appelle une sélection. C'est-à-dire que les lymphocytes qui vont reconnaître des antigènes du soi vont être éliminés pendant un processus de maturation et de sélection. Et que donc on va pouvoir avoir une sélection, une éducation locale dans la moelle osseuse du crâne et dans les méninges qui va permettre d'avoir des lymphocytes B qui vont pouvoir ne pas reconnaître certains antigènes, notamment qui peuvent être associés au cerveau et donc adapter la surveillance immunitaire. On a vu aussi que dans un contexte... Donc dans ce contexte, ça veut dire qu'on a plusieurs modes finalement, plusieurs manières d'avoir une
une niche immunitaire adaptée véritablement au cerveau. On a une capacité de drainage jusqu'aux ganglions lymphatiques. On a une sélection des lymphocytes T en périphérie dans le thymus. Et pour les lymphocytes B, on peut avoir une sélection locale, ce qui va induire, entre guillemets, une tolérance locale à certains antigènes présents dans le cerveau. Cette niche particulière qui est associée à la moelle osseuse du crâne, elle est vraiment locale et elle évolue au cours du temps. On a vu qu'il y avait également des lymphocytes B, des cellules productrices d'anticorps éduquées en périphérie qui, avec le vieillissement, se mettent à coloniser également cette niche. Donc on peut imaginer que la capacité des lymphocytes B dans cette région peut évoluer à différents moments de la vie. Donc un paysage assez complexe avec une niche spécialisée, des sources différentes. Et on a vu également que ça avait une importance dans des contextes pathologiques, que j'ai un petit peu discuté, mais sur certains on va revenir aujourd'hui, puisqu'on sait qu'en conditions pathologiques, et quand je parle de conditions pathologiques, ça peut aller bien sûr d'une infection, une bactérie, un virus qui va atteindre le cerveau, les méninges, mais c'est également, on l'a vu, des lésions, par exemple des lésions de la moelle épinière, des traumas crâniens, des accidents cérébrovasculaires, des maladies neurodégénératives, etc., qui vont toutes avoir une partie neuro-inflammatoire et, dans certains cas, dans la grande majorité des cas, une infiltration de cellules immunitaires dans le cerveau pour aller réparer le tissu et parer aux infections ou aux différentes pathologies. Et ce qu'on a vu dans ce contexte-là, c'est qu'on pouvait avoir très localement également recrutement de la moelle osseuse de certains progéniteurs, notamment qui vont se mettre à produire une grande quantité de monocytes et de neutrophiles, et ce qui pose la question de est-ce que ce recrutement local va être important, différent, contribuer à différents aspects de la pathologie. Donc on est bien loin finalement, on va dire, de la surveillance immunitaire classique. On a une éducation locale de certains lymphocytes, un recrutement au contexte pathologique, et donc maintenant un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est ce qu'il y a d'autres interactions dans d'autres endroits. Encore une fois, on va juste parler d'une petite région pour revenir à des contextes différents. Donc j'ai beaucoup parlé des méninges, j'ai beaucoup parlé de la boîte crânienne, de la moelle osseuse du crâne. Il y a d'autres endroits d'interaction qu'on a vus au premier cours, notamment les choroïdes plexus et les espaces périvasculaires. Et dans une première partie du cours, je vais simplement vous présenter certaines informations sur les plexus choroïdes parce qu'on va voir que finalement on est dans un cas, dans un contexte qui est très similaire à ce qui se passe au niveau des méninges. Et on va donc partir plus sur des pathologies. On va parler de pathogènes et de généralités associées finalement à des réponses inflammatoires. On parlera un petit peu de la maladie d'Alzheimer pour finir sur des maladies auto-immunes. Donc comme on va parler de beaucoup de choses, ça va forcément être synthétique, rapide. Il y a forcément des choses que je ne vais pas dire ou que je vais simplifier, mais c'est pour vous donner un petit peu une espèce de paysage des implications de ces différentes données. Je ne vais pas parler du tout de cancer, on pourra en discuter à la fin si vous voulez. J'en ai parlé dans d'autres cours précédents. C'est vrai que là, les tumeurs qui sont présentes dans le cerveau sont très mal détectées et très peu infiltrées par des cellules immunitaires circulantes qui sont l'objet d'immunothérapie. Et c'est aujourd'hui un grand enjeu de comprendre pourquoi, comment est-ce que ces tumeurs sont peu ou mal détectées par le système immunitaire et comment est-ce qu'on pourrait le booster. Mais ça ne rentrait pas dans la durée impartie. Donc si vous avez des questions, je serais ravie d'en discuter à la fin. Alors d'autres sites d'interaction, on va juste parler un petit peu des plexus choroïdes. Alors les plexus choroïdes, c'est une structure un peu particulière qui en fait est formée et en contact avec le liquide céphalo-rachidien qui est présent dans les ventricules du cerveau. Et en fait, on n'a pas de barrière hémato-encéphalique à proprement parler dans cette région. On a des vaisseaux sanguins ici qui sont ce qu'on appelle fenestrés, c'est-à-dire que les cellules immunitaires peuvent passer. Et par contre, on a une barrière ici épithéliale entre le choroïde plexus
et ce liquide céphalorachidien. Et on va retrouver dans cette région, là encore, une multitude de cellules immunitaires qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans la dure mère des méninges, avec des macrophages, des lymphocytes, etc., etc. Et ce qui a bien été montré, c'est que cette région, finalement, peut elle aussi réagir un petit peu comme les méninges, de manière très rapide, dans des contextes d'inflammation, avec une arrivée massive de cellules périphériques dans cette région et une sortie, une extravasation de cellules immunitaires qui vont se retrouver directement dans le liquide céphalorachidien. Et c'est notamment le cas des lymphocytes T. C'est pour ça que même dans des contextes de méningite, on va retrouver dans le liquide céphalorachidien une augmentation de la densité des lymphocytes T. C'est pour ça qu'on fait des ponctions lombaires, puisque le liquide céphalorachidien communique entre le cerveau et la moelle épinière pour aller regarder si effectivement il y a des signes d'infection. Ça ne veut pas dire que les lymphocytes vont rentrer ensuite véritablement dans le cerveau, ils peuvent, mais ils sont en tout cas présents dans le liquide céphalorachidien. On a aussi des cellules qui sont capables de sentir et de surveiller ce qui se passe à l'intérieur en fait, du liquide céphalorachidien en faisant des protrusions qui permettent d'aller un petit peu tâter ou goûter ce qui se passe dans le liquide céphalorachidien. Et c'est extrêmement intéressant puisque la composition du liquide céphalorachidien va fluctuer au cours de la journée, du cycle circadien, de beaucoup d'événements, etc. Et c'est aussi les plexus choroïdes qui produisent ce liquide. Donc cette composition également, comme au niveau des méninges, peut varier en fonction du vieillissement. On a une augmentation de la présence de lymphocytes T, comme dans les méninges avec le vieillissement, et un biais vers certaines populations myéloïdes. Et dans des contextes vraiment de pathogènes, il a été montré que c'était vraiment un site important d'entrée de cellules immunitaires à l'intérieur du cerveau. Et par exemple, c'est dans le cas de cette étude sur le trypanosome, qui est donc un parasite qui est impliqué dans la maladie du sommeil, qui est véhiculée par les mouches tsetse. Donc ici, c'est une souche qui colonise la souris, ce n'est pas la souche humaine, mais il y a très très peu de différence au niveau de ces trypanosomes. Et ce qui a bien été montré, c'est que effectivement, les pathogènes peuvent rentrer par les méninges, mais ils rentrent également assez facilement par le choroïde plexus, et qu'au niveau du choroïde plexus, on va avoir une entrée massive ici, notamment de monocytes qui vont ensuite rejoindre le cerveau, coloniser le cerveau. On va avoir la même chose également au niveau d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique, et qu'on va avoir finalement ici une modification complète du paysage immunitaire présent dans le cerveau, avec des microglies qui vont changer d'état, qui vont se mettre à exprimer des protéines, des molécules, des facteurs très différents de ce qu'elles font en conditions physiologiques. On va avoir également des monocytes qui vont rentrer, qui vont se transformer en macrophages tissulaires, mais qui vont avoir des propriétés également différentes et qui vont être importants pour résoudre l'inflammation, l'infection. On a après finalement une élimination de ces pathogènes dans ce contexte qui est un petit peu différent de ce qui se passe chez l'homme. Mais malgré tout, on va avoir des traces de cette infection, même si on a une résolution et une élimination des cellules qui sont rentrées. On va avoir une trace puisqu'on va avoir un retour plutôt à la normale des microglies, mais les macrophages présents dans les méninges vont être modifiés sur le long terme. Alors sur le long terme, dans un modèle de souris, c'est forcément pas très très long, ça va être quelques mois, quelques années. Mais on voit ici finalement que une infection, une résolution peut être associée à des modifications très transitoires et très fortes du paysage immunitaire à l'intérieur du cerveau, également au niveau des frontières, les méninges, le choroïde plexus, mais qu'on peut avoir aussi quelque part des traces à long terme de ces modifications, de ces infections. Un autre aspect également, c'est que les points d'entrée vont influer sur l'endroit où il va y avoir des lésions dans des contextes pathologiques.
Et par exemple, ici, vous voyez dans ces animaux infectés qu'on a finalement un recrutement de monocytes qui sont produits dans la circulation sanguine. Alors, on ne sait pas s'ils sont produits dans la moelle osseuse du crâne ou s'ils passent par la circulation ou les deux. Mais vous voyez que ce recrutement, ici en vert, n'est pas n'importe où. Il va être restreint à des régions très particulières qui vont pouvoir être, en fonction de l'effet de l'infiltration immunitaire, soit des régions qui vont être préservées, soit des régions qui peuvent être parfois, malheureusement, plus fortement atteintes, puisque dans certains cas, l'infiltration immunitaire va pouvoir causer des dommages. Et vous voyez, c'est vraiment, ils passent par les ventricules et ensuite, ils vont être capables de coloniser différentes régions à partir des ventricules. Donc une progression vraiment à partir de ces points d'entrée. Et c'est la même chose au niveau des méninges. Donc on a vraiment un parallèle entre l'infiltration progressive à partir des méninges ou à partir du choroïde plexus qui va donner une entrée finalement au ventricule. Donc vraiment, les entrées ou les infiltrations immunitaires, dans ces contextes, on a l'impression qu'il se passe à partir de ces régions. Et pour l'instant, ce n'est pas clair s'il y a vraiment une entrée très locale par rapport à des ruptures de la barrière hémato-encéphalique très localement dans ces régions. Alors là, c'est des contextes où les pathogènes sont effectivement partout. Dans des contextes beaucoup plus focaux, par exemple d'accidents cérébrovasculaires ou de lésions très locales, on peut imaginer un processus un petit peu différent. Et puis je voudrais terminer en parlant d'un autre site d'interaction qui est finalement assez proche, qui est l'œil. Parce que j'ai beaucoup parlé du cerveau, où on a donc les systèmes de perfusion, le cerveau, les plexus choroïdes qui vont permettre une infiltration plus rapide. Et en fait, au niveau de l'œil, on est vraiment dans un système extrêmement similaire, avec une barrière au niveau de certains vaisseaux et des petites régions ici où on va pouvoir avoir une infiltration beaucoup plus rapide. Et là également, on est dans la même problématique. L'œil est effectivement en contact avec le milieu extérieur, même s'il y a une grosse protection immunitaire devant, mais on est vraiment dans un contexte où si on a une infection qui rentre dans l'œil, là encore, comme dans le cerveau, il y a très peu de défense immunitaire, il y a une très faible capacité de régénération du tissu, c'est vraiment ce qui caractérise le cerveau, la moelle épinière et par exemple l'œil, et donc, entre guillemets, un besoin extrêmement important d'avoir des barrières fortes qui vont permettre de bloquer les différents pathogènes aux entrées. Voilà, donc on se retrouve vraiment dans un cas de figure assez similaire pour différentes, on va dire, frontières ou bordures du cerveau, borders en anglais, où on va retrouver les mêmes acteurs, les mêmes interactions, etc. Alors, si on veut repartir un petit peu sur les différentes interactions et essayer de voir qu'est-ce qu'on sait du rôle, de la fonction de ces interactions, donc je vous ai dit qu'on va retrouver toutes ces cellules, qu'on a un rôle important de certains lymphocytes qui vont produire des cytokines, donc un vrai rôle physiologique, et on peut imaginer dans un contexte de perturbation immunitaire, on va pouvoir avoir des conséquences sur les circuits cérébraux qui peuvent passer par une perturbation de ces fonctions physiologiques. Ça, c'est encore quelque chose qui est pas clair. Puis un rôle de surveillance avec donc des antigènes cérébraux qui sont drainés jusqu'ici, une présentation d'antigènes. On a aussi une présentation d'antigènes dans cette région plus proche du cerveau, etc., etc. Alors ce système immunitaire au niveau des méninges, j'en ai parlé, j'ai dit que c'était une barrière très importante, j'ai présenté des cas d'infection, etc. Mais finalement, on va dire que l'importance du système immunitaire dans un contexte de protection du cerveau a peut-être été révélée de manière triste mais claire dans des contextes d'immunosuppression, et notamment chez des patients atteints du sida, où une complication à long terme, c'est des infections opportunistes. Donc on sait, ou peut-être vous savez, mais qu'il peut y avoir des infections opportunistes, notamment au niveau de la peau.
mais il y a énormément d'infections opportunistes qui vont être capables d'infecter, d'atteindre le cerveau et les circuits cérébraux. Et une des complications importantes, c'est des troubles cognitifs qui vont jusqu'à des démences. Donc l'implication du système immunitaire dans la protection du cerveau pour empêcher des infections, même opportunistes, de rentrer, et la très très faible capacité du système immunitaire cérébral à se protéger contre ces infections opportunistes est vraiment absolument clairement établie. Alors sur la question de rentrer ou ne pas rentrer pour des pathogènes, donc vous avez vu les méninges sont une très très grosse protection et donc on va se retrouver un petit peu avec deux cas de situation qui vont être une infection des méninges ou même juste une inflammation globale du cerveau. Et un cas un petit peu différent qui va être les pathogènes sont capables de rentrer à l'intérieur du cerveau et de créer une encéphalite. Alors je vais juste mentionner, on ne peut pas faire le tour des pathogènes, il y en a qui rentrent, il y en a qui ne rentrent pas. Je vais parler un petit peu des voies d'entrée de certains pathogènes, mais il me paraissait difficile de ne pas parler du tout aujourd'hui, en 2023, du Covid long, puisqu'on sait qu'il y a énormément de conséquences, on va dire, de conséquences cognitives à long terme. Mais par contre, vous allez voir qu'on ne sait pas encore bien du tout comment ça marche. Donc j'ai juste résumé sur cette diapositive, puisque là on sait, dans le contexte du Covid long, qu'a priori le virus ne rentre pas dans le cerveau, qu'il peut y avoir énormément de moyens ou de voies par lesquelles ce type d'infection peut atteindre les fonctions cognitives. Donc on peut avoir une neuroinflammation, ce qui va augmenter le niveau de cytokines, de chimiokines dans le cycle céphalorachidien, qui va changer l'activité des microglies dans le cerveau, puisque je vous ai dit, les cytokines, même produites par des cellules des méninges ou circulantes, peuvent affecter le fonctionnement des circuits des cellules gliales. On va avoir des modifications qu'on observe dans des modèles murins et en post-mortem dans différentes populations de cellules présentes dans le cerveau, des neurones, mais aussi des cellules gliales comme les astrocytes qui vont devenir plus réactifs. On va avoir des modifications d'oligodendrocytes, etc., etc. Et on peut avoir aussi, finalement, d'autres aspects. Le développement d'une auto-immunité qui pourrait indirectement affecter les fonctions cognitives, on y reviendra à la fin. Donc, je vous disais, les infections neuro-invasives, c'est extrêmement rare. Il y a une question dont je ne vais pas beaucoup parler, mais qui est quand même très importante, qui est est-ce qu'une neuroinflammation ou un virus ou une exposition peut causer une réactivation de certains virus qui peuvent être présents de manière latente à l'intérieur du cerveau. Et ça, c'est une question qui est vraiment d'actualité, mais sur lesquelles il y a encore beaucoup de controverses, de débats. C'est une question qui est très ouverte. Donc j'ai choisi pour l'instant de ne pas trop en parler. Des modifications des vaisseaux sanguins, des petites thromboses qui peuvent, comme vous le savez maintenant, en modifiant la barrière hémato-encéphalique, causer des perturbations et associer une hypoxie ou une perturbation métabolique. Donc vous voyez que de par la nature finalement des interactions croisées que je vous ai présentées, où on a une multitude de cellules immunitaires, une multitude de réactions, des voies d'entrée, des voies de sortie, on peut commencer à essayer de comprendre ce qui se passe de manière un petit peu différente, mais pour l'instant, dans le contexte de ces infections qui nous ont malheureusement tous touchés et qui continuent un petit peu, on est encore un petit peu dans le flou, dans le brouillard, pour reprendre l'expression du brouillard cognitif, qui est associé à ces pathologies. Mais on va retrouver finalement des éléments pour ces différents aspects. Je tiens à dire aussi que finalement, les symptômes qui sont associés ne sont pas très loin de ce qui peut être observé dans d'autres cas de traitement, comme par exemple des traitements de chimiothérapie qui vont modifier à long terme certaines défenses immunitaires, etc., pour la bonne cause, pour un traitement anticancéreux, mais que là aussi, on va retrouver finalement des conséquences transitoires
sur les capacités cognitives. Donc pourquoi, comment est-ce que dans des contextes de Covid long, on va avoir le maintien de ces perturbations? C'est bien sûr un sujet qui fait l'objet d'un grand nombre d'études. Alors je vais laisser le Covid long, sur lequel je ne vous ai pas dit grand-chose, à part que ça pourrait être beaucoup de facteurs particuliers, mais on trouve des éléments pour chacune de ces différentes pistes. Pour repartir sur les voies d'entrée des différents pathogènes. Alors, sans rentrer dans les détails ni de faire des listes vraiment exhaustives, finalement, pour un virus, maintenant que vous connaissez l'anatomie, il y a plusieurs voies d'entrée, puisqu'il y a cette barrière présente un petit peu partout. Donc, on peut imaginer une voie transcellulaire où le virus va être capable, ici un virus, mais ça peut être des bactéries, va être capable de rentrer à l'intérieur de la cellule qui fait vraiment la paroi des vaisseaux sanguins, et puis de traverser cette cellule et de se retrouver à l'intérieur du parenchyme. On a la tactique du cheval de Troie, où en fait, cette fois-ci, ce sont des leucocytes, ça peut aussi être des monocytes, qui vont être infectés par les virus et qui vont être capables, eux, de rentrer à l'intérieur et de traverser cette région et de se retrouver dans le parenchyme. Et une voie finalement paracellulaire qui est vraiment une rupture nette de la barrière hémato-encéphalique et des jonctions serrées qui relient les cellules épithéliales entre elles et qui normalement empêchent l'entrée de ces différents pathogènes. Donc comme les virus et les bactéries sont capables de développer tout un arsenal, on va dire, de stratégies pour s'infiltrer et rentrer à l'intérieur du cerveau, on va retrouver vraiment autant de stratégies adaptées ou pas en fonction des différents virus. Mais une fois que le virus rentre à l'intérieur du cerveau, en général, il va y avoir des dommages et des dommages conséquents. Là encore, ce qui est intéressant, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'on va retrouver, par exemple, des lésions ou des sites particuliers d'infiltration dont on pense qu'ils peuvent être liés à des susceptibilités de certaines régions à être plus facilement, entre guillemets, attaquables. Je voudrais juste mentionner, parce que j'en ai parlé précédemment, que finalement, on a, au niveau de l'épithélium olfactif, une relation extrêmement privilégiée avec le cerveau. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au départ, c'était vraiment la seule voie de sortie possible du liquide céphalorachidien, puisque dans cette muqueuse nasale, qui est juste, finalement, pas très loin du bulbe olfactif et qui est juste séparée par cette plaque cribiforme, on a des vaisseaux lymphatiques. Ça, c'était déjà bien connu. Et donc, en fait, on a une proximité vraiment très forte entre la cavité nasale et une région du cerveau qui est le bulbe olfactif. Et on pense que c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a des complications ou des inflammations cérébrales pour un grand nombre de virus qui en fait sont des virus qui vont atteindre les voies respiratoires et dont on va retrouver la présence dans la cavité nasale, en dehors des poumons, mais dans la cavité nasale, on a véritablement une voie d'accès, entre guillemets, privilégiée pour différents virus, en tout cas jusqu'au méninge, où là, on va pouvoir avoir déclenchement d'une inflammation, d'une neuroinflammation, etc. Donc, toutes les fonctions, on va dire, normales des cellules immunitaires, la surveillance, la physiologie, la production des cytokines qui sont importantes pour les circuits cérébraux, vont pouvoir être modulées, modifiées, perturbées par ces infections de pathogènes. Et là, une question qu'on peut se poser, c'est véritablement, vu que on va dire, cette organisation est quand même assez compliquée et régulée, en fait, ça permet d'identifier des périodes de vulnérabilité particulières pour différentes infections cérébrales, qui sont en phase les phases de développement, la construction de ces barrières, de cette structure, des méninges, du système immunitaire présent dans différentes couches, et également le vieillissement, puisque j'en ai parlé,
au cours du vieillissement, ces populations de cellules immunitaires, la capacité du système lymphatique et lymphatique à drainer le cerveau, etc., sont modifiées et, pour le drainage, sont réduites. Donc des phases de vulnérabilité très particulières à des infections et surtout à des conséquences véritablement sur ces infections, sur le cerveau. Donc en ce qui concerne le développement, finalement, ça repose la question de à partir de quand se met en place la barrière hémato-encéphalique, à partir de quand se mettent en place les différentes populations immunitaires dans les méninges, etc., etc. Et en parallèle, comment, quand se développe finalement le cerveau. Donc on voit que le cerveau, ici, en semaine de gestation, ici c'est la naissance, on a vraiment un développement qui est extrêmement étalé dans le temps, avec des processus qui sont même majoritairement postnataux, comme la formation de la gaine de myéline, sur laquelle je viendrai, qui est une gaine qui est le long des axones, qui est essentielle à la propagation de l'activité électrique le long des neurones, la formation de synapses, etc., etc. Donc par rapport au système immunitaire, on a vu qu'il y avait quand même, heureusement, des cellules immunitaires produites pendant la phase embryonnaire, notamment les macrophages du cerveau et certains des méninges. Donc l'hématopoïèse primitive commence vraiment très tôt dans le développement. Et puis, on va avoir des phases progressives de développement de différents lymphocytes. On va avoir passage des cellules souches qui seront ensuite dans la moelle osseuse, qui vont transiter par le foie fœtal, commencer à produire des cellules, etc., etc. Mais la maturation vraiment de ces cellules immunitaires, elle se fait en fait assez tard. Et elle se fait à cheval, et notamment de manière beaucoup plus forte, pendant la phase postnatale, où l'individu est confronté à différents antigènes, confronté à un environnement microbien, bactériologique, on va dire normal, des bactéries commensales, etc. Et si on veut raisonner de manière finaliste, c'est très important puisque un système immunitaire doit être adapté à l'environnement dans lequel chaque individu va évoluer. Sinon, par exemple, il va développer une réaction auto-immune à certaines bactéries qui sont présentes dans le microbiote intestinal, etc. Donc il faut qu'il y ait une véritable adaptation, un développement croisé entre l'environnement bactérien, viral, on va dire normal, classique, définir ce qu'est la norme pour le système immunitaire. Et donc ce développement se fait principalement de manière postnatale. Et pendant cette phase intermédiaire, on va avoir ce qu'on appelle l'immunité maternelle passive, c'est-à-dire un transfert d'anticorps de la mère au fœtus et également un petit peu pendant la vie postnatale. Donc on va se retrouver dans une fenêtre temporelle un petit peu particulière, même si la barrière hémato-encéphalique se forme pendant la gestation. On va avoir une première phase où on a ou une barrière hémato-encéphalique qui ne marche pas très bien, même s'il y a des cellules immunitaires, et puis une phase où les cellules du système immunitaire, notamment au niveau des méninges, ne sont pas encore totalement mises en place. Et donc on va avoir des pathologies liées à des infections virales, notamment des infections congénitales, c'est-à-dire des infections du fœtus à des moments précoces qui vont pouvoir vraiment entraîner des lésions importantes au niveau du cerveau. Et notamment, on a ce qu'on appelle les syndromes torches. Donc, les différents pathologies, ça va être toxoplasmose, Other, rubéole. La rubéole, en général, les gens sont au courant puisqu'on a maintenant des vaccins efficaces contre la rubéole. Et les femmes enceintes font des sérologies au moment où elles sont enceintes pour vérifier qu'elles ont bien soit eu la rubéole, soit été vaccinées contre la rubéole parce que ça peut vraiment avoir des conséquences délétères, mais aussi le cytomégalovirus, qui est un virus très courant, l'herpès, etc., qui peuvent avoir des pathologies importantes. Et là, les virus traversent et vont atteindre le fœtus, et le virus va pouvoir aller assez facilement atteindre le cerveau fœtal et créer des lésions. Donc en fonction du moment où cette infection se fait, finalement, on va avoir des défauts ou des atteintes plus ou moins sévères
Et les atteintes précoces, comme je viens d'expliquer, avec le problème de fermeture de barrières hémato-encéphaliques, etc., vont véritablement conduire à des atteintes beaucoup plus fortes. Un autre exemple de pathologie qui reflète aussi, entre guillemets, la sensibilité particulière ou la vulnérabilité, en fait, de ce système en construction, ça va être l'encéphalopathie du prématuré, où en fait, dans des contextes de naissance très prématurés ou d'accouchement qui sont associés à des processus d'hypoxie, c'est-à-dire de problématiques d'oxygénation des tissus, on va avoir une inflammation qui va être observée notamment au niveau des méninges, mais aussi au niveau du tissu cérébral. Et ce type de réaction d'encéphalite va conduire à des lésions qui peuvent être présentes notamment dans la matière blanche, mais aussi dans certaines régions des ganglions de la base, où on va retrouver différentes lésions qui peuvent être soit résorbables sans conséquences, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences fonctionnelles à long terme. Les processus qui sont associés finalement à cette problématique d'inflammation particulière font l'objet d'un grand nombre d'études. On voit que les microglies sont perturbées, mais on sait aussi maintenant que les cellules immunitaires présentes dans les méninges sont particulièrement affectées et que ces lésions, ces modifications s'accompagnent d'une infiltration de la matière blanche par des cellules immunitaires. Donc on va se retrouver dans un contexte où en fait, finalement, le système n'est peut-être pas complètement mature pour effectuer ce rôle de barrière, et une inflammation va être capable, dans un cerveau en développement, où il y a encore des processus développementaux en cours, d'affecter véritablement son développement. Donc il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour essayer de comprendre justement la contribution des différents types de cellules immunitaires à ces lésions. Parce que jusqu'à présent, on considérait l'inflammation de manière globale, c'est-à-dire l'inflammation, c'est pas bien parce que ça fait des lésions, ou l'inflammation c'est bien parce que ça active le système immunitaire qui va réparer les tissus. Et en fait, de vraiment disséquer toute la complexité et les interactions entre les différentes cellules immunitaires qui sont soit résidentes, soit infiltrantes et qui peuvent avoir des fonctions différentes à différents moments, va commencer finalement de permettre à comprendre déjà l'étiologie ou les causes de ces pathologies pour essayer d'avancer sur des traitements. Alors l'impact du vieillissement, j'en ai parlé, donc on a dans un contexte normal un drainage, une présentation d'antigènes, etc., etc. Ce qui est clair maintenant, et là encore, j'ai fait vraiment exprès de prendre des exemples où on voit des cerveaux de souris et des souris, c'est pour vous rappeler que toutes ces connaissances, toutes ces informations, pour l'instant, même si dans certains cas, on a pu faire un parallèle avec ce qui se passe chez l'homme, la plupart de ces données encore ont été acquises dans des modèles animaux de différentes pathologies. Et donc, on est encore à un stade de dissection, compréhension, même si on espère, bien sûr, qu'à terme, ça permettra d'avancer dans des approches thérapeutiques. Donc, dans un contexte de vieillissement, on a des défauts vraiment de drainage du liquide céphalorachidien, aussi bien liés au système lymphatique que lymphatique. Donc, une modification de la capacité d'activation du système immunitaire dans les ganglions lymphatiques. Et on a aussi des modifications présentes à l'intérieur du cerveau, avec une infiltration de lymphocytes T, alors que normalement c'est quelque chose qui n'est pas vu, une augmentation du niveau de cytokines inflammatoires et une expansion clonale, une expansion de lymphocytes T dans les méninges. Et pour l'instant, l'idée vraiment prédominante, c'est une idée générale que dans un contexte de vieillissement, que ce soit par rapport au cerveau ou de manière générale, on a une augmentation de l'inflammation. En anglais, c'est ce qui est appelé l'inflammaging, c'est-à-dire que dans un contexte de vieillissement, on va retrouver un niveau plus élevé de cytokines inflammatoires circulantes, etc., etc.
Donc une question finalement, c'est est-ce que par rapport à un contexte pathologique, dans ce système-là, on n'a pas déjà les prémices de ce qui peut se passer dans des contextes de lésions, de maladies neurodégénératives, où là on a, pour répondre à des besoins particuliers de dommage du tissu, une infiltration de lymphocytes, une augmentation de l'inflammation, etc. Et des travaux importants sont en train de disséquer finalement quelle est la poule et l'œuf dans tout ça. Notamment, est-ce que finalement ce sont les méninges qui vont être importantes, qui vont empêcher, modifier le drainage, ou l'inverse, est-ce que c'est le drainage qui ne se fait pas bien, qui va mal stimuler, etc. Et donc en fait, de manière assez étonnante et peut-être pas, comment dire, évidente de prime abord, il y a vraiment plusieurs travaux, là j'en ai mis qu'un, donc c'est très récent, hein, c'est sorti ces derniers mois, qui montrent que vraiment c'est la modification de la composition des cellules immunitaires présentes dans les méninges pourrait vraiment même modifier la capacité de drainage qui est à l'intérieur finalement du drainage du liquide céphalorachidien jusqu'au ganglion lymphatique. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Mais en fait, ce qui est absolument important là-dedans, et c'est aussi finalement pour ça que j'ai choisi de faire le cours sur ce sujet, c'est que aller modifier ce qui se passe dans le cerveau, compliqué. On ne va pas faire des trous, on ne va pas les manipuler, etc. Si on a accès aux méninges, si on a accès aux bordures, si on a accès aux frontières, qu'on peut manipuler ces frontières, qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe à cet endroit-là et essayer de booster du drainage, de booster une réponse immunitaire, mais en agissant en périphérie, et de comprendre comment, pourquoi ça va pouvoir modifier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, ben là, d'une certaine manière, on se crée une nouvelle porte d'entrée pour une nouvelle voie ou une nouvelle capacité de pouvoir penser à comment essayer d'aller moduler ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Donc, le fait que finalement, en jouant sur l'immunité des méninges, on puisse changer la capacité de drainage même à l'intérieur du tissu cérébral, ça ouvre des perspectives éventuellement pour pouvoir aller répondre finalement ou s'intéresser à des approches thérapeutiques qui pourraient être un petit peu différentes, passer par la périphérie pour moduler ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en effet, dans des contextes pathologiques, ce qu'on observe, et là encore je résume un petit peu des choses que j'ai distillées dans les différents cours, ça va être des contextes de lésions de moelle épinière, d'accidents cérébrovasculaires, donc tout ce qui va finalement dommager le tissu, mais aussi des maladies neurodégénératives, on va avoir un espèce de bouleversement complet de ce paysage immunitaire. Donc on a des modifications des microglies et des modifications des cellules gliales associées à l'intérieur du tissu, les astrocytes qui deviennent réactifs, les oligodendrocytes, etc. On va avoir une réduction de la capacité de drainage, alors que justement, au moment où on voudrait, etc., pas du tout. On va avoir une augmentation des lymphocytes présents dans les méninges, dans la dure mère, mais aussi beaucoup plus proche dans l'arachnoïde. Et on va avoir une infiltration du tissu cérébral par ces lymphocytes et par toute une population de monocytes qui vont pouvoir rentrer, comme dans le cas du trypanosome, rentrer, parfois même se transformer en macrophages très transitoirement, résoudre l'inflammation ou la problématique ou la lésion et ensuite être éliminés parce que c'est des cellules qui ont une vie extrêmement courte. Et puis, comme je le disais, on peut avoir des modifications vraiment des lymphocytes B, aussi bien en périphérie, etc. Alors, ça, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. Donc maintenant, pourquoi est-ce que de connaître tout ça, finalement, peut nous apporter une vision ou un intérêt? Je disais, en dehors du fait qu'on peut manipuler les méninges ou espérer manipuler les méninges pour modifier ce qui est à l'intérieur. Donc pour ça, il faut revenir sur, par exemple, la question des monocytes et l'infiltration des monocytes. Donc les microglies, elles sont dérivées de manière embryonnaire, elles sont dans le tissu, elles vivent leur vie, et puis dans différents contextes pathologiques. Donc là, ce qui est représenté, c'est des maladies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer,
la sclérose latérale atrophique, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, mais on va retrouver finalement des choses un petit peu similaires, ou en tout cas proches dans des contextes d'inflammation, et on va avoir des inflammations locales qui vont faire une entrée de monocytes, comme dans les contextes que je mentionnais, et ces cellules vont intervenir ou participer à la modification du paysage immunitaire et à la pathologie. Je vous ai dit aussi que finalement, on sait que dans des contextes pathologiques, on peut avoir un recrutement local à partir des progéniteurs de la moelle osseuse du crâne qui vont, dans des contextes inflammatoires, être activés. Donc les cytokines inflammatoires passent depuis le cerveau jusque dans la moelle osseuse du crâne. On va avoir une stimulation particulière de progéniteurs myéloïdes qui vont donner des monocytes, des macrophages, etc. Et une possibilité, c'est que de manière préférentielle, on ait une infiltration de ces cellules venant du crâne. On a vu que dans un contexte de lésion de la moelle épinière, c'est quelque chose qu'on observe. Mais il y a aussi, bien sûr, des monocytes et des macrophages circulants qui sont générés dans d'autres, dans la moelle osseuse présente dans d'autres os du corps, qui peuvent bien sûr, eux aussi, rentrer et agir à l'intérieur du cerveau ou de la moelle épinière. Et ce qui a été bien montré récemment, c'est que probablement les monocytes qui sont dérivés de la moelle osseuse du crâne et les monocytes qui dérivent de la circulation sont probablement pas tout à fait les mêmes. Et donc ce qui a été montré, c'est dans le contexte ici d'une lésion de la moelle épinière. Là encore, on peut faire des parabiontes, c'est-à-dire qu'on met la circulation sanguine de souris atteintes en contact, et on va pouvoir aller regarder les monocytes qui ont été recrutés dans ce contexte de lésion, qui sont générés soit par la moelle osseuse du crâne, qui ne vont pas donc être marqués, soit ceux qui viennent de la circulation sanguine et qui vont aller dans le cerveau. Et ce qui a bien été montré ces dernières années, c'est que ces dérivés de la moelle osseuse du crâne ou ces dérivés qui passent par la circulation sanguine, quand on regarde ce qu'ils expriment, on voit qu'ils sont assez différents. Et ils sont assez différents notamment sur leur capacité à produire des cytokines qui vont recruter certains lymphocytes à l'intérieur du cerveau. Et notamment, les monocytes qui dérivent de la circulation vont être particulièrement efficaces pour recruter des lymphocytes qui viennent aussi de la circulation en produisant différentes cytokines qui vont attirer ces lymphocytes, alors que ceux qui dérivent de la moelle osseuse du crâne vont l'être beaucoup moins, et eux vont exprimer des marqueurs ou des facteurs qui vont être plutôt impliqués dans la réparation tissulaire. Donc on va se retrouver avec un recrutement et une infiltration de cellules, mais potentiellement en fonction de la source, des cellules qui on a toujours pensé étaient les mêmes et faisaient les mêmes choses, mais là ce qu'on voit c'est qu'elles pourraient avoir des fonctions potentiellement différentes entre les cellules qui viennent de la circulation et celles qui viennent de la moelle osseuse. Et ça, encore une fois, ça ouvre un petit peu les possibilités de comprendre ce que font ces différentes populations cellulaires, puisque si on veut manipuler l'immunité pour essayer d'apporter des nouvelles voies ou des nouvelles approches thérapeutiques, mais il va falloir comprendre de manière assez fine quelles cellules, à quel moment, font quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'assez général sur la manière dont les différentes cellules peuvent rentrer, agir, et je vais passer le reste du cours pour vraiment, très schématiquement, vous parler de la maladie d'Alzheimer et de pathologies neurodégénératives et revenir sur les maladies auto-immunes. La maladie d'Alzheimer, elle est malheureusement très bien connue. Je ne vais pas revenir sur les différents symptômes, mais je vais plutôt vous parler de la caractérisation pathologique cellulaire. Donc, c'est une pathologie qui commence ou qui est caractérisée par l'apparition dans le cerveau de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. C'est des plaques où vont s'accumuler un peptide bêta-amyloïde qui vont commencer à poser des problèmes de fonctionnement pour les neurones.
Puis dans une deuxième phase qu'on appelle les enchevêtrements neurofibrillaires formés par une protéine tau hyperphosphorylée, avec ici des neurones dysmorphiques, etc., et qui va conduire à terme à une dégénérescence neuronale et une atrophie de certaines régions, en particulier de l'hippocampe et du néocortex. Et l'hippocampe est vraiment une région particulièrement impliquée dans la mémoire. Donc différentes phases associées au développement des symptômes. Ce qui est très important de prendre en compte, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement progressive. Et alors progressive, pas uniquement après l'apparition des symptômes, mais en fait, ici, quand on commence à voir les symptômes, on a en fait depuis des années un début d'accumulation, par exemple ici, de peptides amyloïdes et de formation des plaques. On a également un début d'apparition d'enchevêtrements neurofibrillaires, etc., etc. Et donc on a vraiment, entre guillemets, toute une phase qui est ou prodromale, avant les symptômes, où on va avoir des débuts de modification de ces différents composés. Et puis on a ensuite, malheureusement, une progression. Alors juste pour très très schématiquement vous expliquer comment on a pu identifier les différents acteurs de la pathologie et vous les présenter très vite. Donc les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, il y a bien sûr l'âge, il y a une prévalence chez les femmes, indépendamment de la capacité des femmes à vivre plus longtemps. On a différents facteurs de risque, les chocs, les traumas crâniens à répétition, l'isolement social. Il y a toute une série de facteurs de risque. Il y a des facteurs environnementaux et une partie génétique. Pour comprendre véritablement des grandes avancées sur la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires dans le contexte de la maladie d'Alzheimer ont vraiment été liées à l'étude d'un tout petit nombre de formes familiales qui représentent très très peu de cas de la maladie, qui, quand ces mutations ont lieu, en fait, il y a une très forte chance de développer cette maladie. C'est très différent de tous ces risques qui ne sont que des risques qui vont promouvoir, augmenter les chances de développer la maladie. Et l'étude de ces différentes formes familiales ou de ces prédispositions génétiques a vraiment permis de comprendre à l'échelle cellulaire ou moléculaire ce qui se passait. Parce que ça a permis d'identifier des acteurs particuliers, notamment le fameux peptide amyloïde et des modificateurs du peptide amyloïde et d'autres molécules comme ApoE, qui est un allèle prédominant. Et l'identification, l'étude de la génétique dans ces formes familiales, qui représentent un très petit nombre, encore une fois, de patients, a vraiment permis de mettre en place, de comprendre ce qu'on appelle principe de la cascade amyloïde jusqu'à l'hyperphosphorylation, de comprendre comment finalement la pathologie se met en place. Donc on a ces fameux peptides amyloïdes qui peuvent être modifiés par des sécrétases. Leur accumulation va conduire à la formation de plaques qui peuvent être diffuses ou denses, puis la formation de ces neurofibrilles et enfin de la neurodégénérescence. Alors, pourquoi finalement parler de l'activation immunitaire dans ce contexte? Donc, je vous ai dit, dans des contextes de neurodégénérescence, d'atteinte du tissu, de l'intégrité tissulaire, on va avoir une inflammation. Mais en fait, on sait maintenant que le système immunitaire contribue dès le début des différentes phases à l'évolution, ou en tout cas est un facteur contributif de la progression de la maladie. Alors j'en ai dit 2 mots, mais finalement l'accumulation du peptide amyloïde bêta peut être directement modulée quand on booste finalement le système glymphatique ou lymphatique, puisque cette accumulation de protéines, et c'est le cas dans différentes pathologies neurodégénératives, on peut avoir une accumulation de composés anormaux à l'intérieur du cerveau. Et quand on booste les méninges, le système lymphatique méningé, on est capable finalement de moduler dans des modèles animaux la manière dont les symptômes évoluent, se déclenchent, mais aussi l'effet d'une immunothérapie anti-amyloïde bêta. Parce que les différents
ce peptide dont je vous parle ici, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a différentes drogues qui ont été approuvées pour le traitement de la maladie d'Alzheimer qui apportent des petites améliorations cliniques. C'est des anticorps contre ces peptides amyloïdes et donc qui bloquent la formation ou l'accumulation des plaques. Donc dans un contexte de drainage, d'accumulation d'un peptide particulier, on peut imaginer que booster le système lymphatique pourrait être un avantage. Indépendamment de l'accumulation des plaques, des peptides, le système immunitaire a été impliqué par la génétique dans la maladie d'Alzheimer depuis maintenant une dizaine d'années. Parce qu'en fait, si je vous ai dit qu'on avait bien compris, grâce à des formes familiales qui sont très rares mais qui confèrent un risque très élevé à la maladie d'Alzheimer, les généticiens ont vraiment pu explorer toute une série de mutations ou de variants qui sont présents dans la population, qui en fait sont beaucoup plus fréquentes, mais confèrent un risque très petit. C'est-à-dire, la notion de facteur de risque, là, elle est importante. Si on a telle ou telle variation génétique, on ne va pas du tout, de manière systématique, développer la pathologie. On va peut-être avoir son risque augmenté d'un facteur 2, d'un facteur 3, etc. Mais des choses qui sont assez légères. Et quand on regarde ces différents facteurs de risque qui sont donc associés à des risques beaucoup plus faibles, on va retrouver des mutations ou des variants dans des gènes qui ne sont présents que dans le système immunitaire et que dans les cellules du système immunitaire associées au cerveau. Et notamment le récepteur TREM2, ici, est directement impliqué dans le fonctionnement des microglies et des macrophages. Et donc ça a directement prouvé, quelque part, qu'un dysfonctionnement, qu'une modification de la fonction du système immunitaire pouvait être un acteur contributif dans une maladie où, effectivement, il y avait de la neuroinflammation, mais qui était considérée comme étant secondaire aux lésions qui sont observées ou à la neurodégénérescence. Et ce qui a bien été montré maintenant, c'est qu'il y a des microglies très particulières. Les microglies changent d'état quand elles sont en contact avec les plaques. Et on va retrouver ce que l'on appelle des DAM, Disease Associated Microglia. C'est des microglies qui vont se retrouver tout autour des plaques, qui sont en train d'essayer d'éliminer ces accumulations A-bêta. On pense qu'elles ont un rôle plutôt bénéfique. Et elles sont caractérisées par un profil d'expression très particulier qu'on va retrouver dans des contextes de maladie d'Alzheimer, mais qui sont en fait retrouvés dans tout un tas de maladies neurodégénératives et de contextes neurodégénératifs. Ce qui suggère qu'on peut avoir des voies communes de modification du système immunitaire dans ces contextes. Et cette transition de microglies vers cet état très particulier est régulée par ce fameux récepteur TREM2 dont je vous ai parlé et dont des mutations sont associées à un risque accru de développer la maladie. Donc on va retrouver finalement des microglies qui se transforment et cette transformation dépend de ce récepteur et si cette transformation se fait mal ou différemment, on peut augmenter le risque de pathologie. Donc on a finalement une modification, un rôle particulier du système immunitaire dans cette pathologie qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies neurodégénératives. Et en fait, on sait aujourd'hui, donc ça c'est un schéma un peu compliqué, ça c'est ce qui se passe normalement, tout ce qu'on a vu, le drainage, les méninges, les B, les T, tout ça, ça va dans les... Voilà. Et ça c'est la situation, ce qu'on pense qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on a une sortie des peptides, notamment amyloïdes, mais d'autres choses particulières, vers les méninges. On a un drainage qui est dysfonctionnel et on a une activation modifiée des lymphocytes au niveau des ganglions lymphatiques. On a ces microglies dont je vous disais qu'elles sont différentes, ces DAM. On a une modification de la barrière hémato-encéphalée, donc potentiellement infiltration, et on a en fait une grande infiltration de lymphocytes présents dans ces différentes régions, mais on a aussi d'autres microglies ici, qui sont des microglies un petit peu différentes, qui ont l'air de répondre à l'interféron, donc qui ne seraient peut-être pas si protectrices que ça. Et puis on a une expansion et une présence de lymphocytes, des méninges dans différentes régions, etc.
Et ce qu'on a bien maintenant vu dans des modèles de souris, et là encore, on est en train de réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, c'est qu'en fait, il y a effectivement des microglies et ces fameuses dames qui sont locales et qui vont se mettre autour des plaques, essayer d'éliminer des plaques, mais on a aussi ces microglies un petit peu différentes, ces macrophages un petit peu différents, qui répondent à l'interféron. Et en fait, ce qui a bien été montré maintenant, c'est que ces cellules, en fait, elles viennent de monocytes infiltrants. Ça a été montré chez la souris, où on peut faire du traçage cellulaire. Donc on se retrouve avec des cellules locales qui répondent et des cellules infiltrantes qui vont avoir des propriétés très différentes et probablement des activités différentes dans ce contexte pathologique. Alors, est-ce que ces cellules viennent de la circulation sanguine, de la moelle osseuse du crâne, sont dans des régions particulières d'infiltration? Et ça serait aussi pour ça qu'on aurait, par exemple, des modifications uniquement dans certaines et des atteintes plus fortes dans certaines régions comme le cortex cérébral et l'hippocampe qui sont à proximité et des méninges et du ventricule. C'est des questions qui sont bien sûr très étudiées en ce moment. Et puis, les lymphocytes T, l'infiltration, donc des infiltrations de monocytes et des infiltrations de lymphocytes T. Et maintenant, ce qui a bien été montré aussi, c'est que l'infiltration des lymphocytes T, qui par certains aspects peut être positive, par d'autres aspects peut être délétère, est régulée par les microglies, ou en tout cas les macrophages en général, ce qui montre une hiérarchie dans ce système. Et quand on enlève l'infiltration des cellules T, ou qu'on modifie, ou qu'on enlève complètement les cellules T dans ce contexte-là, chez la souris, toujours chez la souris, on a une réduction des symptômes et de la neurodégénérescence associés dans des modèles de maladie d'Alzheimer. Donc on voit qu'on a, si les lymphocytes T s'infiltrent dans des contextes de taupathie, on a plus de dégénérescence. Si on bloque l'entrée des lymphocytes T, on en a moins. Les cellules qui régulent cette entrée sont soit des microglies locales, on ne sait pas encore, qui se transforment, soit des cellules infiltrantes qui pourraient venir de la circulation ou de la moelle osseuse du crâne, qui produisent des signaux. Quand les lymphocytes rentrent, ils vont pouvoir en retour influer sur l'état des microglies, moduler leur réponse. Et en amont de tout ça, on a la présence des peptides amyloïdes bêta qui peuvent être ou non plus ou moins efficacement drainés par le système lymphatique et lymphatique. Donc on voit que finalement, on se retrouve avec plusieurs pistes ou plusieurs voies d'entrée un petit peu différentes pour essayer de voir si, à partir d'une action locale, de la périphérie, on pourrait réfléchir ou imaginer d'autres approches thérapeutiques. Donc, on est très très loin de la médecine, je tiens à insister là-dessus, c'est le temps de la recherche, peut-être que d'ailleurs ces pistes ne serviront à rien et qu'on trouvera de manière totalement fortuite un médicament qui marchera extrêmement bien, mais en tout cas, de comprendre, d'étudier ce système immunitaire peut permettre d'imaginer que ça pourrait influer sur des développements thérapeutiques dans le contexte d'une pathologie comme la maladie d'Alzheimer. Alors, je vous ai juste mis un petit tableau des essais cliniques en cours. Donc, je vous ai dit tout ce qui est relié à la pathologie ça, c'est actuel. J'ai pris ça d'Als Forum. Donc, tout ce qui est lié à la pathologie amyloïde, donc il y en a 14 en phase 1, 14 en phase 2, il y en a 2. Donc, c'est les 2 récemment qui ont été approuvés. C'est des anticorps contre le peptide amyloïde. Il y a aussi des choses qui jouent sur le système cholinergique, mais vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les voies qui touchent l'inflammation, on en a quand même 11 ou 12 ou 13 en phase 2. Et notamment, il y a des anticorps contre TREM2. Donc cette molécule, ce récepteur, qui est un variant génétique, qui a été associé à l'induction, la transformation des microglies en ces microglies protectives, qui est en train d'être testé, qui est en cours d'étude en phase 2. Et il y a d'autres molécules qui sont en cours d'étude. Alors bien sûr, moduler le système immunitaire ne va sûrement pas être, probablement pas être efficace complètement seul, mais par contre, ce que les gens envisagent de plus en plus, c'est d'essayer de combiner, par exemple, une thérapie anti-amyloïde
avec une modification immunitaire pour essayer de voir si ça peut améliorer le contexte. Par exemple, un anticorps antipeptide amyloïde avec une augmentation de la capacité de drainage ou une stimulation des microglies via un anticorps TREM2, etc., etc. En tout cas, ça ouvre des perspectives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, tout ce que je vous ai dit sur l'entrée des lymphocytes, la modulation des monocytes, la transformation des microglies en ces microglies pathologiques, etc., toutes ces choses, finalement, ce sont des choses qui sont retrouvées dans un grand nombre de pathologies neurodégénératives où on va avoir le même schéma cellulaire. Le système immunitaire, finalement, mais que ce soit des accumulations de prions, de bêta-amyloïdes, de différentes protéines qui sont mal repliées, lui, il répond de la même manière en activant les mêmes voies. Et donc, on peut aussi imaginer que le développement de ces différents composés, et c'est aussi l'intérêt de, entre guillemets, de taper sur le système immunitaire, comme on l'a vu dans le cas des immunothérapies dans le cancer, c'est qu'on peut imaginer qu'on va pouvoir réutiliser ou redéployer certains médicaments, certaines approches, certaines drogues dans des contextes qui sont associés à d'autres pathologies. Alors, j'espère que je vais y arriver parce que je voudrais parler quand même d'une chose importante dans le contexte du système immunitaire et du cerveau, qui sont les maladies auto-immunes. Parce que forcément, là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement direct. Alors, j'en ai pas parlé avant parce que c'est quelque chose qui est compliqué, et puis parce que finalement, pour l'instant, on va dire que ces découvertes très récentes n'ont pas peut-être complètement permis de modifier, en tout cas, la vision thérapeutique qu'on peut avoir, mais permettent d'expliquer certaines situations. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai parlé des modifications des contextes neurodégénératifs, etc. Mais là, on va parler d'autre chose. On va parler donc de maladies auto-immunes, c'est-à-dire des pathologies dans lesquelles le système immunitaire va attaquer des composés, et notamment certains acteurs du cerveau, et ça va avoir une influence dramatique. Je vais parler que de quelques cas, il y en a de quelques exemples, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Et par rapport à ce qu'on a vu, je pense que le lien le plus évident, c'est justement cette éducation locale des lymphocytes B dans la boîte crânienne, dans la moelle osseuse crânienne et dans les méninges. Alors, les pathologies auto-immunes dont je vais parler, c'est des pathologies auto-immunes qu'on appelle démyélinisantes. Et pour pouvoir vous en parler, il faut d'abord que je vous parle de ce que c'est que la myéline. Puisque c'est vraiment cette structure qui est atteinte dans ces pathologies. Alors, la myéline, qu'est-ce que c'est? C'est une gaine lipidique, ici en microscopie électronique, qui va entourer les axones et qui va permettre des tas de choses. Donc, elle est produite par certaines cellules gliales, les oligodendrocytes. C'est une gaine lipidique et elle va permettre de réguler, d'accélérer la propagation de l'influx nerveux le long des axones. Et ça, c'est absolument essentiel parce que quand la gaine de myéline n'est pas fonctionnelle, le système nerveux ne peut pas fonctionner. Le système nerveux périphérique ou le système nerveux central ne peut pas fonctionner. La myéline se met en place pendant le développement. Ça commence dans la vie prénatale, mais elle vraiment se met en place dans les premières phases, dans les premières années postnatales. Et c'est essentiel au fonctionnement du système nerveux. Ça permet ce qu'on appelle une conduction saltatoire, c'est-à-dire que la transmission va être accélérée sur des fragments qui sont myélinisés, mais il va y avoir des discontinuités entre les fragments de myéline, les nœuds de Ranvier, où le potentiel d'action va pouvoir se régénérer. Donc on a une transmission efficace le long de l'axone. Donc de nombreuses maladies, et la myéline, finalement, est le résultat d'un processus, un équilibre, en fait, permanent entre un processus de myélinisation, qui est, encore une fois, pendant les phases précoces de la vie, mais cette myéline peut être modulée. On peut avoir des lésions démyélinisantes qui peuvent être réparées.
Donc on a une bonne capacité de réparation de la myéline. Elle peut être, son épaisseur ou sa localisation peuvent être modulées en réponse à des apprentissages ou à certaines activités nerveuses. Et elle peut être aussi importante dans des processus comme la consolidation de la mémoire. Donc en fait, la myéline, qu'on a longtemps pensé comme étant quelque chose de complètement structurellement figé, a quand même un certain degré d'évolution, de vie, de remaniement en fonction de différents contextes. Alors sur un plan cellulaire, je vous disais, donc c'est des cellules qui s'appellent les oligodendrocytes, qui au départ sont des précurseurs d'oligodendrocytes, qui vont se différencier et qui vont aller former ces tronçons de myéline, encore une fois, qui sont interrompus, et qui vont couvrir toute la longueur de l'axone pour former, s'enrouler et former cette couche lipidique qui va faire comme une espèce d'augmentation de la capacité de propagation de l'influx nerveux. Et ce qui se passe dans les pathologies démyélinisantes, c'est qu'en fait, on va avoir une rupture ou une attaque de la myéline qui, par certains endroits, va se désagréger. Donc, dans le contexte qui nous intéresse, c'est le système immunitaire qui va attaquer les gaines de myéline et dégrader les gaines de myéline. Et dans ce contexte-là, on va avoir une réaction complexe à l'intérieur du tissu où on va avoir les microglies qui vont nettoyer les débris de myéline. Ces débris de myéline vont activer des cellules gliales présentes, des oligodendrocytes, des astrocytes. On va avoir une infiltration de lymphocytes qui, au départ, vont attaquer la gaine de myéline, etc. Et je vous disais que la myéline a une capacité de récupération. Et donc, si on a des petites atteintes, le système est capable de remyéliniser et de réparer. Et si les atteintes sont trop grandes, on ne pourra plus remyéliniser, d'une part, et d'autre part, si les axones ne sont plus myélinisés, ils vont pouvoir être vulnérables et parfois dégénérer. Donc quand on a une démyélinisation soutenue, persistante et à long terme, on finit par avoir aussi des lésions des axones et des lésions neuronales. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce composé intégratif de la myéline qui s'appelle MOG, d'où nom de MOG, parce que je vais en reparler dans quelques minutes. Alors, les pathologies auto-immunes démyélinisantes, c'est vraiment lié à un moment donné, le système immunitaire se met à attaquer des composés constitutifs du soi. Donc, je vous parlais de la sélection des lymphocytes et l'élimination de certains clones qui, normalement, ne devraient pas être présents puisque tout ce qui concerne le soi est éliminé. Mais dans certains cas, et c'est là toute la question, pourquoi, comment est-ce que le système immunitaire va pouvoir se mettre à attaquer ou à reconnaître comme étant exogènes des molécules du soi? Alors, je vais commencer par des exemples qui sont bien caractérisés, qui sont la neuromyélite optique et les maladies du spectre des anticorps anti-MOG, composés de la myéline dont je viens de vous parler. Donc, c'est des pathologies pour la neuromyélite optique, NMO, la maladie de Devic. C'est une maladie qui est une maladie auto-immune qui est assez rare. C'est une maladie inflammatoire démyélinisante qui atteint le nerf optique ou la moelle épinière, qui est plus fréquemment chez la femme que l'homme, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière systématique dans les maladies auto-immunes. Les femmes sont principalement atteintes dans les contextes de maladies auto-immunes, un âge moyen de début à 40 ans. Et MOGAD, donc des maladies du spectre des anticorps anti-MOG, où on va retrouver, donc c'est très très proche finalement en termes de pathologie. En fait, on est obligé parfois de faire du diagnostic différentiel vraiment poussé pour trouver. Maladie également auto-immune, inflammatoire, démyélinisante, cerveau, moelle épinière et nerf optique. Et dans ces deux contextes, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a, chez les patients, se mettent à développer des anticorps contre des protéines qui sont constitutifs des différents composés dont j'ai parlé. Donc, dans le contexte de MOGAD, on va se mettre à développer des anticorps qui vont produire, qui vont être dirigés contre la protéine MOG, qui est un composé constitutif de la gaine de myéline
Et on va avoir, dans ce contexte-là, une attaque de la gaine de myéline qui va être suivie et associée avec une infiltration de lymphocytes et une dégradation de la gaine de myéline assez directe. Dans le contexte de la neuromyélite optique, on va retrouver cette fois-ci un effet un petit peu indirect, mais qui est directement lié à ce qu'on a vu pendant ce cours, qui est la formation de la barrière hémato-encéphalique et la présence de pieds astrocytaires qui forment une glie limitance qui est essentielle pour maintenir cette barrière et qui dépendent d'une protéine qui s'appelle l'aquaporine 4, dont j'ai parlé, qui est impliquée dans la régulation du système lymphatique, mais qui est aussi essentielle pour maintenir cette barrière hémato-encéphalique. Et dans ce contexte-là, le développement d'anticorps, d'auto-anticorps, contre sa propre aquaporine 4, va créer une brèche dans la barrière hémato-encéphalique, une brèche dans la glie limitance et une infiltration massive de différents types de cellules immunitaires qui, là encore, vont attaquer différents composés, les astrocytes, mais aussi la gaine de myéline. Et ça va conduire à des symptômes relativement sévères. Et on peut étudier, il y a plusieurs, entre guillemets, il n'y a pas énormément d'approches thérapeutiques, mais on sait vraiment que d'enlever ces anticorps, par exemple, en agissant sur le plasma, va directement permettre très transitoirement d'arrêter certains des symptômes. Donc la question de quand et comment les patients développent des anticorps ou vont produire des cellules, des lymphocytes B, qui vont directement reconnaître les anticorps du soi est une vraie thématique importante, puisque dans des contextes aussi flagrants que celui-là, on a une atteinte directe de certains composés. Alors, c'est des maladies qui sont relativement rares, bien comprises, mal soignées. Une autre pathologie qui, elle, est une pathologie malheureusement extrêmement fréquente, et quand on pense à une pathologie auto-immune démyélinisante, forcément on pense à la sclérose en plaques. Et je tiens à dire qu'il y a un très bon dossier, si vous êtes intéressé, qui a été fait par Catherine Lubetsky, qui est vraiment la grande professionnelle à l'ICM de la sclérose en plaques, aussi bien sur un plan clinique que sur un plan de la recherche et du développement thérapeutique. Et donc la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune démyélinisante, malheureusement extrêmement fréquente. C'est 2,8 millions de patients dans le monde, 110 000 patients en France, plus de patientes, encore une fois. C'est une maladie qui a une énorme variété de spectres. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire que la manière, le décours de la maladie, la progression de la maladie va être extrêmement variable d'un individu à l'autre, et c'est quelque chose qu'on peut encore très mal prédire. On a des formes récurrentes avec des crises, des poussées, c'est-à-dire des événements de démyélinisation et de remyélinisation, où on a disparition des symptômes, et puis des formes progressives, où là, en fait, la démyélinisation progresse sans phase de réparation. Il y a énormément de causes, c'est des causes multifactorielles. Il y a certaines prédispositions génétiques, certains risques génétiques qui sont pour l'instant majoritairement associés au complexe majeur d'histocompatibilité. Donc on retombe dans les caractéristiques immunitaires. Des causes environnementales, dont les infections virales. Donc il y a énormément d'études et de propositions sur le fait que certaines infections virales pourraient contribuer au développement de la maladie, notamment le virus d'Epstein-Barr, où tous les patients, les patientes ont été infectés par le virus d'Epstein-Barr, qui cause pas beaucoup de symptômes en dehors dans certains cas, une mononucléose, mais il n'y a pas encore de faits causaux avérés. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun élément qui laisse à penser que la vaccination puisse être un facteur contributif, parce qu'il y a eu un débat, mais la vaccination, pour l'instant, est complètement écartée. Donc, il faut se faire vacciner contre les différents virus. Comme on peut le voir, avoir des atteintes virales, ça peut être
ça peut être problématique. Donc voilà, la vaccination est importante. Donc encore une fois, malheureusement fréquente, l'âge de début entre 20 et 50 ans, 2 fois plus de femmes que d'hommes, etc. Alors, je vais aller vite parce que je suis très très en retard. C'est une pathologie extrêmement compliquée, mais globalement, on a une entrée de lymphocytes, de lymphocytes T, de lymphocytes B, notamment des lymphocytes T qui se mettent à attaquer la myéline. On a des cellules présentatrices d'antigènes, on a des cellules microgliales ici qui vont nettoyer les débris et permettre la remyélinisation, mais qui en même temps, après une certaine phase, vont également contribuer à l'atteinte des axones. Donc un paysage immunitaire extrêmement complexe. Et pendant très longtemps, ça a été vraiment pensé comme une maladie des lymphocytes T, où on voyait un déséquilibre entre des lymphocytes T vraiment qui pouvaient attaquer le système immunitaire, avoir un effet cytotoxique, par rapport à des lymphocytes régulateurs qui pouvaient avoir un effet bénéfique. Et cette vision a été quand même énormément bouleversée ces dernières années parce que, notamment, il y a eu un développement important d'approches thérapeutiques qui ciblent les cellules B, notamment des anticorps anti-CD20 qui vont permettre d'éliminer des cellules B autoréactives dans les ganglions lymphatiques et ailleurs, qui ont un effet thérapeutique dans des contextes notamment de forme progressive et qui sont des traitements de deuxième champ après l'interféron ou d'autres molécules. Mais on s'est rendu compte vraiment que les lymphocytes B et l'autoréactivité de certains lymphocytes B pouvaient être tout à fait soit causales, soit initiatrices finalement de cette réaction auto-immune qui est observée dans la sclérose en plaques. Et il y a un grand champ de développement, en fait. Donc ça, ce sont des différentes cibles thérapeutiques qui sont affectées, non affectées, et qui font l'objet, encore une fois, de différents essais cliniques thérapeutiques pour essayer, en ciblant beaucoup plus spécifiquement ces lymphocytes B, pour essayer d'améliorer les traitements dans ce contexte-là. Et je voudrais juste rappeler que dans ce contexte, c'est aussi extrêmement intéressant de voir, de comprendre, de réfléchir à pourquoi, comment est-ce que autour du cerveau, les lymphocytes dont on a vu qu'ils étaient sélectionnés et éduqués de manière directe par les antigènes, notamment MOG ici chez la souris, ces clones sont éliminés normalement par un drainage d'antigènes ici, encore une fois, chez la souris et le macaque. Et on sait que si on a développement d'anticorps anti-MOG, on peut développer, par exemple, tout le spectre des maladies dont je vous ai parlé, MOGAD, des spectres d'anticorps anti-MOG. Donc comprendre comment ces cellules B sont éduquées dans la boîte crânienne, essayer peut-être de manipuler cette éducation, essayer de comprendre ou d'étudier les auto-anticorps qui peuvent être observés dans le sang, le lien avec des infections virales, c'est aujourd'hui quand même, encore une fois, une piste pour aller explorer toutes ces maladies auto-immunes. Il y en a d'autres qui sont extrêmement dommageables et qui touchent un grand nombre de personnes et pour lesquelles, même s'il y a des traitements, il y a encore, on va dire, une bonne marge de progression dans le traitement de ces pathologies. Donc voilà, on va arriver à la fin, je vous rassure. 1 minute, je vais y arriver. On arrive à la fin, donc voilà, ce qu'on a vu dans l'ensemble de ces différents cours, c'est finalement que par rapport à la vision particulière qu'on avait, avec un système immunitaire complètement, un cerveau complètement isolé du système immunitaire, finalement, de nombreux travaux ces dernières années ont permis de montrer qu'il y a des liens et il y a des interactions très fortes, très particulières, associées à des frontières, au méninge, au choroïde plexus, que la manière dont les cellules sont éduquées, la manière dont on peut induire une tolérance locale est probablement liée à l'état d'une niche particulière dans les méninges et associée à la moelle osseuse du crâne, et que tout ça finalement permet de repenser
l'interaction entre le système immunitaire et le système nerveux dans des conditions physiologiques, permet de montrer que finalement cet organe a développé des stratégies tout à fait innovantes, intéressantes, adaptées à ses besoins, c'est-à-dire que c'est un organe qui est très mauvais en réparation tissulaire, donc il ne faut absolument pas que des virus ou d'autres infections rentrent à l'intérieur. Donc une carapace énorme et derrière, pas beaucoup de réserve. Des soldats aux frontières qui peuvent être adaptés ou non à la situation qui peuvent rentrer. Et de manière aussi intéressante, un éclairage un petit peu nouveau sur certaines pathologies dont on pensait, pas comme dans les maladies auto-immunes où c'était clair que le système immunitaire était impliqué, mais des pathologies, par exemple neurodégénératives, où on n'imaginait pas que le système immunitaire puisse avoir une contribution aussi forte, de vraiment repositionner le développement, la physiologie et les pathologies cérébrales dans un contexte un peu plus élargi d'interaction avec le corps du système immunitaire et l'identification de ces sites d'interaction très particuliers qui, quelque part, peuvent aussi permettre de réfléchir, comme je le disais, un petit peu différemment sur comment venir manipuler, jouer sur les facteurs, les cytokines, les acteurs cellulaires présents à ces frontières pour essayer de moduler ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et notamment, potentiellement, on espère, développer des approches thérapeutiques un petit peu différentes dans ces différents contextes. Voilà, ce cours était un peu plus long, mais je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était un grand plaisir de faire ce cours cette année. Et puis je vous rappelle qu'il y a quand même un symposium, si vous êtes intéressés, il y aura vraiment des gens tout à fait exceptionnels. C'est en anglais, c'est spécialisé, et voilà. Et je vous donne rendez-vous, si le cœur vous en dit, comme on dit, à l'année prochaine, où je donnerai mes cours plutôt en mars-avril l'année prochaine, et sur une thématique... Hein ? Il fera moins chaud, voilà, on varie. Alors le thème, ça sera un peu différent. Je vais m'éloigner un peu du système immunitaire, mais pour mieux y revenir, ça sera l'activité neuronale précoce dans le développement des circuits pendant la vie prénatale, postnatale. Voilà, donc très développement. Et puis après, je repartirai sur l'année d'après, je reviendrai sur la manière dont le système nerveux, cette fois-ci, contrôle le système immunitaire. Mais il faut que je parle un peu d'activité avant. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.